Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au Soleil et à son rayonnement. Alors le Soleil, c'est un corps qui a une température de 5779 Kelvin et c'est une sphère avec un diamètre de 1,4 million de kilomètres. Diamètre, on le note ici grand D. Alors la première chose qu'on va essayer de déterminer, c'est le flux donné par le Soleil. Et pour ça, on va se tourner vers la loi de Stefan Boltzmann qui nous permet de connaître l'émittance totale du Soleil en fonction de sa température. M0, ça vaut sigma, la constante de Boltzmann, fois la température qui est exprimée en Kelvin à la puissance 4. Donc là, ici, c'est la valeur de la constante de Stefan Boltzmann. Et quand on réalise le calcul, on trouve une émittance, c'est-à-dire un flux émis par unité de surface du Soleil de 63,24 millions de watts par mètre carré. Donc du coup, si on veut connaître l'ensemble de la puissance émise par le Soleil, il va nous falloir multiplier cette émittance M0 qu'on vient de calculer par la surface totale du Soleil. Le Soleil étant une sphère de rayon grand D, sa surface, ce sera 4 fois pi multiplié par le rayon à la puissance 4, ou si on prend le diamètre, ce sera pi fois le diamètre au carré. Et quand on fait ce calcul, on arrive à une puissance phénoménale de 3,85 10 puissance 26 watts. Alors une autre chose qu'on peut calculer assez simplement, c'est la couleur privilégiée d'émission du Soleil. Là, on va se tourner vers la loi du déplacement de Wien qui nous dit que la longueur privilégiée multipliée par la température, c'est une constante 2898 microns fois Kelvin. Donc du coup, on a directement la longueur d'onde maximale d'émission, c'est 504 nanomètres. Alors maintenant, on va regarder comment va évoluer ce flux lorsqu'il va se propager dans l'espace. Donc on connaît le flux émis à la surface du Soleil, et ce flux, plus il va se propager, plus si on regarde par unité de surface, plus il va se réduire. Parce que ce flux, il se propage dans toutes les directions, donc il va un peu se disperser dans toutes les directions. Ici, on ne parle pas d'atténuation, c'est vraiment physique. Les rayons du Soleil vont dans toutes les directions, donc si on regarde à une distance donnée, on n'en récupère qu'une partie, et plus on s'éloigne pour la même surface, on va en récupérer de moins en moins. Alors si on essaye de quantifier ça, comment on peut faire? C'est assez simple. On a la puissance émise par le Soleil qui se répartit uniformément dans toutes les directions de l'espace. Donc si on se place à une distance petit l, ce que va faire la puissance, c'est qu'elle va se diviser sur une sphère de rayon petit l et de surface grand S. Et donc cette surface grand S, c'est 4 pi la distance au carré. Donc ça nous donne une puissance reçue par unité de surface qui est le flux total émis par le Soleil divisé par grand S, ce qui nous donne, après quelques simplifications, on peut par exemple simplifier ici par pi, ça nous donne le diamètre du Soleil divisé par 2 fois la distance à laquelle on se place au carré fois l'émittance du Soleil. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que plus on va s'éloigner du Soleil, plus le flux par unité de surface va décroître, et ça décroît comme l'inverse du carré de la distance. Donc si on prend un satellite, quand il est proche du Soleil, il reçoit un flux important. Par contre, lorsqu'il va s'éloigner, le flux reçu sur ces panneaux solaires va aller en s'amenuisant. Donc du coup, plus il va s'éloigner, moins il va capter de flux. Et si on veut concevoir un satellite destiné à explorer les frontières du système solaire, ça ne sert à rien de l'équiper de panneaux solaires. Quand il va s'éloigner, il ne recevra plus suffisamment de soleil pour alimenter ses générateurs. Or, ce qu'on voit également, c'est que plus on va s'éloigner du soleil, plus le rayonnement solaire capté par une planète, par unité de surface, sera faible, donc plus a priori la planète sera froide.
Alors maintenant, si on s'intéresse plus en détail à ce qui se passe sur la Terre, on a eu l'expression générale en fonction de la distance, eh bien, on va l'appliquer dans le cas de la Terre. La Terre est séparée de 150 millions de kilomètres du Soleil. Et puis, une autre donnée sur la Terre, c'est que c'est une sphère qui a un rayon de 6400 km. Alors, vu qu'on connaît la distance Terre-Soleil, on peut réutiliser la formule précédente. Ça va nous donner la puissance par unité de surface. Cette puissance par unité de surface, on arrive à une valeur de 1370 watts par mètre carré. C'est l'ordre de grandeur de ce qui est appelé et ce qui est connu sous le terme de constante solaire. Alors, il faut juste faire attention par rapport à ce terme constante solaire. Ce n'est pas une quantité qui est constante. Elle peut évoluer au cours du temps. Elle a des cycles de 12 ans, des cycles beaucoup plus longs, voire beaucoup plus courts. Donc, ce n'est pas une quantité fixe, ce n'est pas une constante physique qui est invariable. Alors, cette puissance par unité de surface, maintenant, il va nous falloir, trouver quelle est la puissance totale captée par la Terre. Et là, si on regarde, eh bien, ce qui est capté par la Terre, c'est ce qui va être arrêté par la Terre. Et là, il y a un petit exercice à faire. La Terre, vous avez une sphère. Donc, ce que va arrêter la Terre, ce n'est pas la surface de la sphère en entier. Bon, pour mieux comprendre ça, voilà une petite illustration. Vous avez un cylindre qui est éclairé suivant deux faces. Sur cette face-là, eh bien, on voit que ce qui est capté, c'est en fait un carré. Et suivant l'autre face, c'est un cercle. Eh bien, si on applique le même genre de choses avec une sphère, ce qu'on aura, c'est un cercle. Donc la surface qui sera considérée, ce ne sera pas la surface de la sphère ou la demi-surface de la sphère, non, ce sera la surface d'un disque de rayon grand R. Eh bien, on va faire ça. Le flux total, eh bien, c'est la surface du disque de rayon grand R multiplié par le flux par unité de surface. Donc pi r carré fois le flux par unité de surface. Et quand on mène à bien le calcul, on arrive à 1,75 10 puissance 17 watts. Alors, si on veut maintenant déterminer le rayonnement moyen, là, ce qu'on vient de déterminer, c'est le rayonnement qu'on a à un instant t, si on se place au niveau de l'équateur. Maintenant, si on veut, la Terre, elle tourne. Donc ça, si on veut un rayonnement moyen sur une journée, il va falloir le prendre en compte. Et ce qu'on va prendre en compte, c'est que quand la Terre tourne, elle fait au final un tour complet en 24 heures et toute la surface de la Terre sera a priori éclairée par le Soleil. Donc si on veut calculer le flux solaire total moyen reçu par la Terre, ce qu'on va faire, on va diviser le flux total qu'on vient de calculer par la surface de la Terre, donc la surface de la sphère. Et là, ce qu'on obtient, c'est pi sur 4 pi r carré, dr sur 2L au carré fois m0. Il y a des simplifications qui vont intervenir, les pi s'en vont et les rayons également s'en vont, ce qui va nous donner au final, eh bien, le flux moyen, c'est 1 quart de d sur 2L au carré fois m0 carré. Et là, on peut reconnaître eh bien, le flux moyen par unité de surface. Donc, on peut reconnaître la constante solaire. Donc, le flux moyen qui intervient, c'est 1 quart de la constante solaire. Et la valeur qu'on trouve habituellement, c'est 342 watts par mètre carré. Donc, vous voyez, suivant qu'on considère la constante solaire ou bien le flux moyen, on a quand même un facteur 4 de différence. Alors, il y a un autre élément qu'on doit prendre en compte aussi quand on réfléchit sur le flux solaire. Tous les calculs que j'ai précédemment menés, je les ai faits en considérant ce qui arrive avant passage dans l'atmosphère. L'atmosphère, ça va jouer le rôle d'un écran qui va réduire partiellement ce flux. Alors, on peut regarder l'action de l'atmosphère. Là, on a la courbe de ce qui arrive au sommet de l'atmosphère en bleu. On constate que c'est bien en accord avec la loi du corps noir
si on considère un corps noir à 5250 degrés Celsius, on constate que le maximum est, comme on l'avait trouvé à partir de la loi du déplacement, bien autour de 500 et quelques nanomètres. Et en bleu plus clair, on a le rayonnement qui arrive au niveau de la mer. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des trous. C'est dû à la présence notamment de l'eau. Donc là, ça aura aussi des influences au niveau de l'effet de serre. Donc on a des bandes d'absorption de ce rayonnement solaire. C'est principalement ici dans le domaine de l'infrarouge, donc ça ne joue pas forcément sur notre perception des couleurs. On a aussi de l'absorption dans l'ultraviolet. Ça, c'est l'effet de l'ozone. Donc là, c'est plutôt un effet bénéfique qui nous protège des ultraviolets. Et puis, on voit qu'on a systématiquement une réduction dans le visible pour toutes les longueurs d'onde. Donc, on aura moins de lumière qui arrivera effectivement au niveau de la Terre que ce qui arrive au sommet de l'atmosphère, et certaines des longueurs d'onde seront extrêmement atténuées. Un autre élément qui va aussi influer sur le rayonnement qu'on va recevoir sur Terre, c'est l'inclinaison. Alors pour expliquer ça, je vais prendre des rayons qui arrivent verticalement et la surface ici qui est censée collecter ce rayonnement. Imaginez que ce soit des panneaux solaires. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'on a les rayons qui sont collectés sur une longueur qu'on va noter grand L. Et là, la direction de mon panneau, elle est perpendiculaire à la direction des rayons incidents. Bon, là, je vais raisonner en termes de la normale à la surface de mon capteur. Donc là, je vois que la normale de ma surface est dans le même sens que mes rayons. On a les deux qui sont alignés. Je vais capter le maximum de lumière. Voyons maintenant ce qui se passe si j'incline ce capteur solaire. Ce qu'on voit, c'est que ce qui est arrêté désormais par le panneau a une longueur L' qui est plus faible que la longueur L qu'on avait initialement. Donc, si le panneau présente un angle avec la direction des rayons, la surface efficace va être réduite. Alors, si on essaye de quantifier ça, c'est assez simple. C'est juste un petit peu de trigonométrie. On raisonne sur le capteur et on va regarder ce triangle-là. Alors ce triangle, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un triangle rectangle. La longueur de son hypoténuse est grand L. Et la longueur qu'on a ici à sa base, c'est L'. Là, mon panneau solaire, je l'ai incliné d'un angle θ. Cet angle θ, je peux faire quelques calculs dans le triangle et je le retrouve à la base ici du triangle. Et du coup, vous voyez, je connais l'hypoténuse, je connais ici la longueur L'. Je peux relier les deux simplement à travers le cosinus. Donc la longueur L', ce sera la longueur L multipliée par le cosinus que fait mon panneau par rapport au rayon incident. Donc du coup, là on voit le facteur de réduction de l'efficacité. Ce facteur, ce sera cosinus θ. Alors tout ça, ça a des implications directes. Par exemple, quand on considère les panneaux ou l'énergie qu'on reçoit, parce que suivant la saison ou bien suivant le moment de la journée, les rayons solaires n'arrivent pas toujours avec le même angle. Du coup, quand on a une installation de panneaux solaires fixe, l'orientation elle ne sera pas optimale tout au long de l'année ou tout au long de la journée. Alors il y a un moyen pour remédier à ce souci, c'est l'héliostat, où le panneau est monté sur un dispositif qui peut tourner en fonction de la période, en fonction du moment de la journée ou de la saison. Donc là, on a toujours l'orientation optimale. Une autre implication de ce facteur d'inclinaison, une implication extrêmement importante, c'est l'énergie reçue en fonction de la latitude. Donc si on repart sur l'exemple de la Terre, ce qu'on constate, c'est que si je me situe au niveau de l'équateur, mon panneau solaire est bien orienté. C'est-à-dire que là, j'ai un angle θ qui est nul. Par contre, maintenant, si je monte en latitude, là, je vais avoir un angle θ qui sera plus important. Par exemple, au niveau de la France, on va être proche de 45 degrés.
Cosinus 45, c'est racine de 2 sur 2. On a déjà perdu une forte efficacité, on recevra moins d'énergie. Et si je me place au niveau des pôles, eh bien là, mon angle tend vers 90 degrés, je vais recevoir beaucoup moins d'énergie du Soleil, ce qui explique les températures beaucoup plus froides. Alors ici, dans ce raisonnement, j'ai négligé l'inclinaison naturelle de la Terre par rapport au Soleil. Donc tout ça, on le voit directement. Par exemple, sur cette carte qui représente le flux, l'énergie solaire annuelle arrivant en Europe, on voit clairement que plus on va monter dans les latitudes, plus l'ensoleillement deviendra faible. On a une décroissance de cet ensoleillement avec la latitude.